Mesdames et messieurs, chers internautes, téléspectateurs des Droits Plus, nous voici encore avec vous pour vous servir dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois de plus Maître Victor Moulongi. Avec lui, nous allons essayer de parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui va vous plaire aussi, surtout vous les politiques, parce que ça divise beaucoup des camps politiques aujourd'hui concernant les innovations dans la loi électorale actuelle. Qu'est-ce qui est innové au sein de cette loi électorale actuelle? Maître Victor, salut maître. Bonjour, mon cher Moïse. Vous allez bien? Je vais bien. Et Maître, vous? oui, très bien maître. Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui divise la politique aujourd'hui, qui divise beaucoup de politiques par rapport à la loi électorale. Aujourd'hui, les innovations. D'abord, pour commencer d'emblée, quelles sont les innovations qu'on peut y trouver dans cette nouvelle loi avant d'entrer dans des questions de fond comme d'habitude? Ouais, question encore très pertinente. Ce qu'il faut savoir, notre loi électorale date du 9 mars 2006. 9 mars 2006, elle a simplement subi des modifications. La première modification, c'était en 2011, le 25 juin 2011, qu'il y a eu la modification de la loi électorale. Et on arrive aussi en 2015, le 12 février 2015, il y a eu une autre modification. Et le 24 décembre 2017, le législateur avait jugé bon de modifier également la loi électorale. Et la dernière modification en date, c'est celle du 29 juin 2022. Pourquoi d'abord? Comme vous le savez, à la suite des élections de 2018, il y a eu des contestations énormes, notamment avec les candidats Fayoulou, quand ils sont allés à la Cour constitutionnelle, on avait relevé beaucoup d'irrégularités. Alors, à chaque cycle électoral, parce que nous sommes actuellement au 3e cycle électoral, en 2023 ici, on sera déjà au 4e cycle électoral. Le premier cycle, c'était en 2006, le deuxième en 2011, le troisième en 2018, qui devrait plutôt être en 2016, mais avec les retards là, les glissements, on est arrivé en 2018, et le 4e, ça sera en 2023 ici. Et, à la suite de ces contestations, le législateur a dit non, cette fois-ci, on ne va quand même pas rester dans cet état ici. D'où il fallait qu'on modifie la loi électorale. C'est comme ça qu'il y avait eu des propositions. On avait notamment déploré l'élection des gouverneurs parce qu'on disait que non, il y avait la corruption des députés. On avait déploré beaucoup de choses. Effectivement, des sénateurs. On avait déploré beaucoup de choses. Le fait de distribuer de l'argent aux électeurs. Et aussi, il y avait certains députés et même des sénateurs qui avaient leurs suppléants simplement les membres de leur famille. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que non, un député qui a 2 suppléants, alors le premier, c'est juste sa femme, et le second, c'est son fils. Alors, on avait dit, on doit quand même procéder à la modification de la loi électorale. C'est comme ça qu'il y a eu ces débats au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour la modification de la loi électorale. Mais, surtout, des questions majeures, notamment pour l'élection des gouverneurs, notamment même pour les suppléants des députés. Donc ça, on avait simplement élagué ça. On n'a pas vraiment pu adopter, mais il y a eu quand même des innovations. Alors, quelles sont les innovations apportées par la dernière modification de la loi électorale? C'est que les gens appellent la nouvelle loi électorale. C'est comme je vous ai dit,
ce n'est pas une nouvelle loi, c'est juste la modification de l'ancienne loi. Nous avons toujours notre loi là du 9 mars 2006. Il y a d'abord, la première question, c'est par rapport à l'inéligibilité. Auparavant, on disait que quelqu'un qui est condamné, par exemple, pour corruption, ne peut plus être éligible. Hein, il ne peut pas postuler du fait que non, il est condamné pour corruption. Je peux donner l'exemple, hein, parce qu'en 2018, on avait connu ça avec Jean-Pierre Bemba, le sénateur Jean-Pierre Bemba, du fait qu'il était condamné pour subornation des témoins. Hein, il y avait même ces débats-là. Nous avons dit que non, hein, la corruption et la subornation des témoins, c'est deux choses différentes. Mais la Cour constitutionnelle avait estimé que c'était toujours la corruption. Alors, cette fois-ci, on a dit, non, si vous êtes, par exemple, condamné pour corruption, par une décision irrévocable, vous n'allez pas postuler pendant la période de votre condamnation. Pendant que vous êtes en train de purger votre peine là, hein, il n'y aura pas moyen que vous puissiez postuler. Mais après avoir purgé la peine, vous pouvez revenir et postuler. Donc voilà des innovations qu'on a apportées. Et si vous avez par exemple été condamné, si vous avez été privé de vos droits civils et politiques, là aussi, vous ne pouvez pas vous ne serez pas éligible. Hein? Il y a eu ces modifications-là. Et la modification majeure, c'est en ce qui concerne des personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Donc, pour ces gens-là, des gens qui sont condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, et ils ne peuvent même pas postuler. Là, c'est de manière définitive, là. Mais, pour ceux qui sont condamnés pour viol, pour corruption par exemple, pour détournement des deniers publics, pour faux usage des faux, banqueroute et faillite, là, après avoir purgé leur peine, ils peuvent revenir. Donc, là, c'est par rapport à l'inéligibilité. Et il y a eu une autre innovation, c'est par rapport à la publicité des listes et cartographes. On a dit, la commission électorale indépendante doit publier les listes et donner la cartographie un mois avant le début de la campagne. Là, c'est vraiment une obligation pour la commission électorale nationale indépendante, la CENI. La cartographie, ça veut simplement dire que non, bon, ici, par exemple, dans la ville de Kinshasa, nous avons autant de centres, hein, à Kitambo, ou soit dans la commune de Ngalema, il y a autant de centres, c'est cité, hein, on donne un peu la cartographie là, hein. Donc c'est ça, ça doit être publié. Et il y a eu aussi cette faveur-là, hein, cet avantage qu'on accorde aux partis politiques qui alignent 50% des femmes. Hein, là, conformément à l'article 14 de la Constitution, on a dit, si un parti politique ou un regroupement politique aligne au moins 50% au minimum des femmes, ces partis politiques ou ces regroupements politiques ne vont pas payer le cautionnement. Vous voyez? Donc, ne va pas payer l'argent là, hein, qu'on paye quand on dépose la liste là. Donc là, c'est pour encourager les gens à aligner plus de femmes. Donc, cette fois-ci, certainement, nous allons voir que non, il y aura des partis politiques et les listes des partis politiques qui viendront avec beaucoup de femmes là. Et aussi, chaque parti politique doit venir en compétition avec au moins 60%. Hein? Je peux donner un exemple. Si vous venez peut-être dans une circonscription électorale où il y a par exemple 20 sièges,
il faut que sur votre liste, vous ayez au moins 12. Donc, c'est ça 60%. Il faut que vous ayez au moins 12 candidats. Donc, si tel n'est pas le cas, ça sera simplement l'irrécevabilité. Vous voyez? Donc là, ce sont des innovations qu'on a apportées. Hein? Et aussi, après les dépôts, hein, même aussi en ce qui concerne les observateurs, hein, on a dit, hein, les observateurs, ils doivent avoir leur réponse de 7 jours, 7 jours après le dépôt de la demande. Hein, c'est-à-dire, quand ils déposent la demande là pour devenir observateur, hein, la CENI doit leur répondre dans les 7 jours là. Hein, publication des cartographies, là, nous l'avons dit. Hein, il y a eu aussi les votes manuels, les votes semi-électroniques. Les votes électroniques, c'est maintenant prévu dans la loi. Hein, déjà en 2018, on nous avait amené cette histoire-là des machines à voter. Pourtant, ce n'était pas vraiment prévu. Donc, il y avait ce débat-là. Mais cette fois-ci, on a quand même amélioré les choses. Et aussi le PV. On a dit, après le dépouillement, il faut remettre les PV aux témoins. Là, c'est une obligation. C'est-à-dire, les témoins, même des partis politiques, donc tous les témoins qui sont là, ils doivent recevoir des PV. Donc, tous les PV là, hein, après la signature, il faut les remettre aux témoins. Les témoins aussi, là, c'est une nouvelle innovation. Les témoins peuvent accompagner les plis au niveau des centres de compilation. C'est-à-dire, là où on va faire les dépouillements, les témoins peuvent accompagner ces plis-là. Hein? Donc, dès que ça quitte le bureau, ça doit aller dans les centres de compilation. Les témoins peuvent accompagner ça. Et tous les PV doivent être publiés sur le site Internet. Et même les résultats de chaque bureau, et même de chaque centre de compilation là, tous ces résultats-là doivent être publiés sur le site Internet de la CENI. Et une autre innovation, c'est par rapport au délai. Ce n'est pas que non, quand on saisit la Cour constitutionnelle, il faut attendre simplement lorsque les juges vont rendre leur décision. Non. Cette fois-ci, on a dit, pour l'élection présidentielle, c'est 7 jours devant la Cour constitutionnelle, mais pour les restes des élections là, c'est 2 mois. Et une fois que vous attendez 7 jours, si la Cour constitutionnelle ne rend pas sa décision, hein, pour l'élection présidentielle, là, on va retenir les résultats proclamés par la CENI. Et pour les restes des élections, donc, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Donc là, ce sont les différentes innovations que la nouvelle loi nous a apportées. La nouvelle loi nous a apporté, Maître Victor, mais il y a des questions, il y a des questions qui se posent par rapport à cette innovation ou encore des innovations apportées dans cette nouvelle loi électorale. Maître Victor, vous personnellement, vous pensez que quand on a effectué des modifications, vous pensez que les élections peut-être des gouverneurs, on devait passer à déjà des élections au suffrage universel direct, ça veut dire la population ou les électeurs devraient normalement voter leur gouverneur. Là, c'était la demande de presque, je peux dire, la majorité de la population aujourd'hui vit les réalités au lieu de passer par des votes chez les députés provinciaux, dont chaque fois on crie avec des scandales de corruption et autres. On devrait normalement pas, vous pensez pas qu'on devrait normalement passer dans cette mode d'élection concernant les gouverneurs? Bon, en fait, c'est ce que tout le monde avait déploré aussi. C'est ce que tout le monde avait déploré. Hein, on ne peut quand même pas les nier. Hein, il y a ces histoires-là de corruption, hein, qui se font, surtout au niveau des élections là des gouverneurs au niveau des provinces et aussi l'élection des sénateurs. Hein, chaque député, avant des députés provinciaux, avant soit déposer son acte, il demande un peu une enveloppe et tout cela, et ça ne devrait pas se faire de la sorte. Mais nous à l'époque, nous avions proposé que non, que ça puisse se faire, hein, que ça puisse se faire un peu comme ça s'est fait en Afrique du Sud, hein, pour l'élection du président de la République, et même en Angola aussi, je crois, il est fort. C'est-à-dire, on peut simplement voir la configuration de l'Assemblée provinciale. On peut dire quel parti, hein, a la majorité, soit des députés.
Là, ça serait un peu beaucoup plus compréhensible. Hein, au lieu de passer, on dit que non, bon, comme il y a ces partis ici, qui a la majorité des députés, hein, ces partis ici va simplement nous présenter son candidat, dans le candidat gouverneur. Là, c'est un peu plus logique. Là, on aurait pu éviter hein, cette histoire-là des corruptions. Mais malheureusement, hein, il y a eu ces débats-là au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu ces débats au niveau du Sénat, mais on n'a pas vraiment modifié cette disposition-là de la loi électorale, dont nous revenons toujours hein, dans les anciennes habitudes-là, où on verra les députés provinciaux hein, qui vont élire les gouverneurs, et certainement, avant d'élire les gouverneurs, ils vont toujours demander de l'argent, parce que ce n'est pas un secret, ils demandent toujours de l'argent. Hein, le candidat gouverneur, parce que des fois, vous voyez un candidat gouverneur qui dit non, moi, je dois quand même préparer des moyens pour aller donner aux députés, en fait que je sois élu gouverneur. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Nous avions pensé que non, c'était vraiment très important qu'on puisse modifier cette disposition de la loi, mais là, malheureusement, on ne l'a pas fait. Et dernièrement, nous l'avions aussi déploré en ce qui concerne la distribution hein, de l'argent, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est que nous constatons, parce que on est déjà dans la période d'identification et enrôlement des électeurs, mais c'est que nous constatons, hein, il y a des candidats qui viennent déjà avec une forme de pré-campagne. Une forme de pré-campagne, ils distribuent de l'argent, tout cela. Il y avait toujours ces débats-là aussi au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Mais il y a eu un groupe de députés, des sénateurs qui ont dit non, s'il faut laisser cette disposition, ce n'est pas vraiment conforme à notre culture parce que nous, dans notre culture, il y a toujours cet esprit-là de partage. Hein? Les députés, s'il y a un député ou un sénateur qui a un peu plus d'argent, il doit toujours partager avec sa base. C'est comme ça, ils ont dit, non, ce n'est pas vraiment un péché hein, de voir un député partager de l'argent, hein, partager, soit d'acheter le vin de palme, on se fait de partager avec sa base. Mais déjà, au départ, on avait prévu ça, mais malheureusement, cela n'a pas été voté. Cela n'a pas été voté. On va y revenir par rapport à une question par rapport à la corruption. Mais maître, que dit la loi par rapport à ce qu'on appelle l'accumulation des candidatures ou ce qu'on voit aujourd'hui, une personne est candidat à la magistrature suprême, il est candidat à la députation nationale, candidat à la député provincial, même candidat sénateur et puis candidat gouverneur. Que dit la loi par rapport à ça? Bon, en fait, dans la proposition de loi qui était débattue au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on avait interdit ça. Mais la version qui a été votée, on avait élagué ça. Ils ont élagué ça, ils ont dit non, bon, tout le monde est libre de postuler, même à la magistrature suprême, même aux élections législatives, et pourquoi pas aux élections provinciales. On a élagué ça, d'où aujourd'hui, nous allons revenir toujours aux anciennes habitudes, où nous allons voir un candidat hein, qui sera par exemple candidat président de la République, les mêmes candidats, nous allons les retrouver à la députation nationale et même à la députation provinciale. Mais attention, ce qui est interdit aujourd'hui, c'est d'être candidat au même niveau. Hein, par exemple, vous ne pouvez pas être à la fois candidat dans la ville de Kinshasa et aussi dans le Katanga, hein, pour le même niveau. Je peux donner l'exemple, vous ne pouvez pas être candidat député national ici dans la ville de Kinshasa et soit dans le Haut-Katanga. Là, il n'y a plus cette possibilité-là. Il y a plus cette possibilité-là, on va y revenir aussi. Et puis, maître, il y a une question aussi qui fait fâcher. Pourquoi on peut dire à cette nouvelle innovation ou des propositions qui ont été ajoutées à l'ancienne loi électorale, on devrait ou on doit retenir les candidatures des détournés, des gens qui ont détourné de l'argent, aux gens qui ont fait faux et usage. Vous ne voyez pas que ça fait pas partie de notre culture, ou ça c'est faire la promotion plutôt surtout des détourneurs, les gens qui détournent l'argent des trésors publics. Oui, en tout cas, votre question a un sens, parce qu'on ne peut quand même pas avoir un dirigeant qui a été condamné pour détournement des deniers publics. Après avoir purgé sa peine, on le voit, on dit que non, bon,
il a déjà purgé sa peine. Certes, il a été condamné pour détournement des deniers publics. Il a certes été condamné pour soit corruption, mais comme il a purgé sa peine, hein, on les laisse revenir. Bon, tout le monde aussi avait déploré ça, mais les députés, ils ont dit, les sénateurs, ils ont dit, le fait de purger déjà la peine, et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans notre droit, hein, c'est un peu différent avec les droits américains. Hein, notre peine, notre droit pénal, hein, l'objectif là de la peine chez nous, c'est la rééducation. Pourtant, chez les Américains, ce n'est pas la rééducation. Chez les Américains, hein, quand quelqu'un purge la peine, c'est un peu sa punition. Mais chez nous, quand vous allez purger une peine, c'est pour que vous soyez rééduqué. Alors, ils ont dit, si quelqu'un est envoyé à Makala, il a été soit condamné pour détournement des deniers publics, et après avoir purgé sa peine, certainement, il a déjà été rééduqué et il est devenu un bon citoyen, d'où il peut continuer à servir la République. Donc, ça, c'est ça l'argument qu'ils ont donné. Mais nous, nous pensons que cela n'est pas suffisant, même si chez nous, certes, hein, l'objectif de la peine, c'est la rééducation d'une personne, mais nous savons un peu comment se trouve l'état de nos prisons. Hein, ce n'est pas dans nos prisons où on peut rééduquer quelqu'un. Hein, quelqu'un peut être envoyé à la prison là. Hein, il n'y a aucune séance de rééducation. Et après, lorsqu'il va sortir, qu'est-ce qui va changer vraiment? Hein, on dira vraiment pas que non, la personne s'est amendée. Donc là, je crois que c'est une faille, mais ils ont laissé cette disposition. D'où nous allons voir des gens qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, des gens qui ont été condamnés pour corruption. Nous allons les voir revenir dans les affaires, hein, être candidat, député provincial, député national ou sénateur. Maître, nous voyons après les élections plutôt, et surtout dernièrement, pendant les élections des sénateurs, nous avons vu tout le monde crier à la corruption, à la corruption. On a corrompu des députés, on a corrompu des sénateurs, des députés provinciaux parce que c'est eux qui votent des sénateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est dit la loi pour ces genres d'élections en conflit? Ça veut dire les genres des élections où nous voyons qu'il y a déjà des conflits ou encore des soupçons de corruption à l'intérieur après la vote où on a déjà peut-être un vainqueur. Que dit la loi? Est-ce qu'il y a aussi possibilité d'annuler cette élection ou selon l'esprit de la nouvelle loi électorale, on doit continuer ou on va persister avec les résultats finaux après exception de corruption par rapport à une élection donnée? Bon, en fait, cette fois-ci, la loi aussi, hein, en cette matière-là, hein, il y a eu par exemple l'article 10 de la loi électorale qui a été modifié. Cet article dispose ceci. Sera déchu de plein droit de la qualité d'élu, même après l'expiration du délai de contestation des candidatures, celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats. Ça veut dire quoi? Ou qui se trouvera dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article 10. Ça veut dire quoi? Vous étiez déjà, en principe, hein, vous étiez inéligible. Mais on n'a pas pu constater ça. Vous passez, après vous êtes élu, soit député ou sénateur. Après l'élection, on constate que non, vous n'aviez pas cette qualité. Là, vous allez perdre votre qualité d'élu de plein droit. Les jours, on va découvrir que non, voilà, tel n'avait pas cette qualité, ou soit il a été condamné, mais il a caché sa décision de condamnation. Hein, ça arrive, hein. Il se peut que non, vous étiez dans un coin un peu reculé là, vous avez été condamné soit à Bouta pour corruption, mais vous venez ici à Kinshasa, on a oublié cette condamnation-là. Et si on constate que non, voilà, vous étiez condamné, vous êtes en train de purger votre peine, et que vous venez, on vous présente comme un candidat et vous êtes élu, les jours où on va découvrir ça, vous allez perdre votre qualité de plein droit. Donc, c'est ça.
Et puis, concernant la corruption, je disais par rapport à la corruption, si une élection est tentée de soupçon de corruption, après, qu'est dit la loi par rapport à cette élection? Oui, donc s'il y a par exemple la corruption et qu'on se rend compte que non, effectivement, il y a eu la corruption, là, la justice peut annuler. Hein, au niveau de la justice, on peut annuler une telle élection. Hein, s'il s'avère vraiment que non, hein, parce que la corruption, c'est qu'il ne faut pas oublier, la corruption, c'est une infraction. Là, ça demande que les juges pénals puissent établir que non, effectivement, il y a eu vraiment corruption. Alors, s'il y a les juges pénals qui condamnent, par exemple, les députés pour corruption, hein, ici, ça s'avère que non, les députés là ont été corrompus et la décision du juge pénal là, hein, aura vraiment de l'incidence sur les juges des contentieux électoraux et les juges des contentieux électoraux va simplement constater que non, effectivement, hein, les juges pénals avaient déjà condamné ces députés pour corruption, et là, l'élection sera annulée. L'élection sera annulée, maître. Et puis, par rapport au Sénat, est-ce qu'il n'y a pas eu une proposition déjà concernant la suppression du Sénat? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent que c'est une institution de trop pour la République. D'aucuns demandent même la suppression de cette institution. Vous, personnellement, vous pensez quoi? Bon, en fait, le Sénat et l'Assemblée nationale, nous avions simplement copié les Américains. Hein, c'est une notion qui nous vient des États-Unis. Hein, chez eux là, ils ont ce qu'on appelle la Chambre des représentants et le Sénat. Et chez nous, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, pourquoi est-ce qu'ils avaient opté pour les deux chambres? Ils avaient dit, si on reste avec une seule chambre, hein, une seule classe risque un peu de dominer. Ça ne sera pas bon. D'où, il faut qu'il y ait une chambre là qui va représenter simplement les États, hein, comme chez eux là, ils ont les États fédérés, hein, c'est comme ça, ils ont créé le Sénat. Et il y a une autre chambre qui va vraiment représenter des populations, hein, des électeurs. C'est comme ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle la Chambre des représentants. Et nous aussi, comme on dit que non, bon, chez nous, il y a toujours les souvismes là, nous avons adopté cela. Nous avons dit, le Sénat, parce que chaque province envoie au moins 4 sénateurs. Un sauf pour la ville de Kinshasa, où il y a 8 sénateurs. Mais chaque province a au moins 4 sénateurs. Donc, le Sénat, c'est un peu comme la représentation des provinces. Hein, ici, hein, même si le mandat des sénateurs est national. Hein, ils viennent un peu de chaque province là. Chaque province envoie. C'est aussi la même chose avec la députation ou les députés nationaux. Oui, les députés nationaux. Chaque province aussi a ses représentants. Effectivement. Là, oui, bon, c'est comme je vous ai dit, aux États-Unis ne voulaient pas qu'une classe puisse dominer hein, dans leur parlement là. Hein, c'est comme ça nous avons aussi un parlement bicaméral. Hein, bicaméral, ça veut simplement des chambres. Une caméra avec un parlement avec des chambres. Dans la chambre des représentants et la chambre du Sénat. La chambre haute, c'est le Sénat. Et la chambre basse, c'est l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas voulu qu'une tranche de la population puisse dominer dans le Sénat. Dans le Parlement. Dans le Parlement. On n'a pas voulu qu'une tranche de la population puisse dominer là, dans le Parlement. C'est comme ça, il y a eu des chambres là. Parce que dans l'Assemblée nationale, nous avons les représentants du peuple. Il y a une classe là. Hein? Bon, je peux donner un exemple. Si aujourd'hui le peuple décide d'envoyer simplement soit les Wewa, hein? On donne un exemple un peu banal. On dit bon, la population a préféré cette fois-ci envoyer simplement les Wewa dans le Parlement. Et on arrive à l'Assemblée nationale, il y a plus de Wewa qui sont élus. Vous voyez un peu, c'est-à-dire il n'y aura pas vraiment ce déséquilibre-là. C'est comme ça on a dit, au lieu que une seule tranche là de la population puisse se dominer, c'est mieux qu'il y ait aussi un contrepoids. Donc, il faut que les assemblées provinciales aussi puissent voter
puisqu'au niveau de l'Assemblée provinciale, si ils votent là, certainement, il y aura un peu une autre catégorie des représentants là. C'est comme ça, on a dit, c'est bien que nous ayons des chambres là. Hein? La chambre haute et la chambre basse. Merci maître, nous sommes arrivés déjà à la fin pour cette émission concernant les innovations de la loi électorale actuelle. Votre mot de la fin, maître, dans une minute peut-être. Oui, le mot de la fin, c'est par rapport à la nouvelle réforme là, par rapport à la loi électorale. Nous savons que les élections se préparent. Et nous, au niveau des 3 pistes, nous avons décidé d'organiser un peu des séances explicatives de la loi électorale, surtout pour les candidats. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, peut-être nous n'avons vraiment pas eu le temps d'en parler ici. Oui, on n'a pas eu vraiment le temps. Sachez que la loi électorale ici privilégie beaucoup plus le parti politique. Les gens ne le savent pas. D'où il y aura des gens qui vont partir un peu aux élections comme ça, sans pour autant comprendre qu'est-ce qu'on attend par les systèmes proportionnels, par exemple. Ils ne comprennent pas ça. Alors nous, au niveau des 3 pistes, nous avons décidé d'organiser des séances explicatives là, avec des juristes, des gens qui connaissent et qui maîtrisent vraiment la matière. Donc, les séances là se donnent au niveau de la Cité Verte, où nous invitons des gens, surtout des candidats, et venir un peu suivre ces séances-là. C'est très important. Comme on dit que non, gagner les élections, ça se prépare toujours. Merci, maître, mesdames et messieurs. Et nous voici déjà à la fin pour cette émission où nous avons reçu maître Victor Molongi. Nous avons parlé sur les innovations à trouver à l'intérieur de la nouvelle loi électorale. Mesdames et messieurs, si vous avez des produits ou encore quelque chose à faire valoir, nos espaces sont aussi libres pour vous. Si vous voulez aussi venir participer et partager avec nous aussi les connaissances concernant les lois ou les droits d'une manière générale. Vous pouvez aussi venir, il y a un numéro qui est affiché. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle émission sur Droit Pistes.